Bon, imaginez un peu ça. Un pays tout entier qui décide de se réinventer complètement pour devenir, un modèle de durabilité. C'est le pari un peu fou de Singapour et aujourd'hui, on va regarder de plus près comment cette vision, cette ambition énorme se transforme en quelque chose de bien réel. Et vous allez voir, ça passe par un plan et des règles d'une précision quasi chirurgicale. Et ça, c'est vraiment la question centrale, n'est-ce pas? Comment on fait pour passer d'une super idée écolo, posée sur le papier, à une transformation qui touche tout le monde à l'échelle de tout un pays? Parce que, attention, ce n'est pas juste une question de bonne volonté. C'est un défi logistique, politique, bref, c'est un casse-tête monumental. Eh bien voilà, la réponse de Singapour, elle est là. Il faut un plan et il faut beaucoup, beaucoup de règles. En gros, leur recette, c'est ça. D'un côté, un plan directeur hyper ambitieux, et de l'autre, pour le soutenir, une armée de lois et de réglementations ultra précises. C'est justement ce mélange des deux qui permet de passer du rêve à l'action. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, première étape de notre analyse, ce fameux plan directeur, le Singapore Green Plan 2030. Et attention, on ne parle pas d'un énième rapport qui va prendre la poussière sur une étagère. Non, non, ça, c'est la véritable feuille de route stratégique du pays pour les 10 prochaines années. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce plan, ce n'est pas l'affaire d'un seul ministère. Non, il est piloté par plusieurs poids lourds du gouvernement, comme celui de l'environnement, celui des transports. L'idée derrière, c'est que la durabilité, c'est transversal, ça touche à tout. C'est vraiment un engagement de toute la nation, coordonné au plus haut niveau. Alors, ce plan géant, il s'articule autour de 5 grands axes, 5 piliers. On a cité dans la nature, mode de vie durable, réinitialisation énergétique, économie verte et enfin avenir résilient. Bon, mis ensemble, ça donne une vision vraiment complète, à 360 degrés. Mais pour que tout ça ne reste pas juste des jolis mots sur une slide, on va prendre un exemple très très concret. Justement, parlons-en de cette réinitialisation énergétique. On va s'intéresser à un des plus gros chantiers, un truc très visible, la révolution des véhicules électriques. Et pour bien saisir l'échelle du projet, regardez ce chiffre. 60 000. C'est le nombre de bornes de recharge publiques que Singapour s'est engagé à installer d'ici 2030. Franchement, pour un territoire aussi petit, c'est juste colossal. Le message est on ne peut plus clair, l'avenir de la mobilité là-bas, il est électrique, point. Mais bon, même un objectif aussi ambitieux, ça ne suffit pas. Ça reste un chiffre sur un papier s'il n'y a pas un cadre légal pour le rendre possible. Et c'est là qu'intervient cette loi, la loi EVCA. Elle est toute récente, fin 2023. Et son but, c'est simple, mettre de l'ordre et définir des règles du jeu très claires pour tout ce qui concerne l'installation et la gestion des bornes. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit par des règles très strictes. D'abord, chaque nouvelle borne doit être officiellement enregistrée. Ensuite, elle doit respecter des normes de sécurité hyper exigeantes pour éviter le moindre pépin. Et enfin, l'installation, elle doit obligatoirement être faite par un pro, un électricien certifié. Alors on peut se dire pourquoi être aussi rigide? Tout simplement pour être certain que le réseau de demain soit non seulement immense, mais surtout qu'il soit totalement sûr et fiable pour tout le monde. Allez, on change de pilier, on passe maintenant au mode de vie durable. On va voir comment une politique bien pensée peut vraiment influencer nos choix de tous les jours. Et vous allez voir que parfois un tout petit autocollant peut changer énormément de choses. Et ce qui est super intéressant avec cette histoire d'étiquette, c'est que ce n'est pas une mesure figée. Pas du tout. On voit bien qu'elle a évolué. Ça a commencé en 2008 avec l'étiquetage obligatoire pour l'électroménager, puis en 2014, hop, on a durci le système pour vraiment mettre en avant les appareils les plus performants. Et en 2015, on a même étendu ça aux ampoules. C'est la preuve d'une politique intelligente, qui s'adapte, qui s'affine avec le temps pour toujours rester la plus efficace possible. Et regardez l'impact concret que ça a pour les gens. Avant, franchement, acheter un frigo, c'était un peu la loterie niveau consommation d'énergie. Maintenant, avec l'étiquette, le choix est super simple, c'est limpide. Et le résultat, il est double. Des factures d'électricité qui diminuent pour le portefeuille et une empreinte carbone qui se réduit pour la planète. C'est typiquement le genre de politique qui arrive à faire converger l'intérêt de chacun et l'intérêt de tous. Un autre aspect crucial, protéger cette transition. Parce qu'on peut se poser la question, un changement aussi rapide, aussi massif, est-ce que ça ne comporte pas des risques? Singapour y a pensé. Pendant que le marché de l'énergie se réinvente, le gouvernement met en place des garde-fous pour que les consommateurs ne soient pas les dindons de la farce. Et on a un exemple très concret de ça. Toujours en 2023, l'autorité qui gère le marché de l'énergie a mis sur la table de nouvelles règles pour les fournisseurs d'électricité. L'objectif est très clair, s'assurer que dans cette grande course à l'innovation, les droits des consommateurs soient toujours protégés, qu'ils ne soient jamais la variable d'ajustement. Ça montre bien que le plan il est pensé pour anticiper aussi les potentiels effets de bord de la transition. On arrive à la conclusion.
Et finalement, tous ces exemples qu'on a vus, que ce soit les bornes électriques ou les étiquettes sur les frigos, tout ça nous ramène à une seule et même idée, l'idée centrale en fait. C'est l'histoire d'un effort collectif, unifié, à l'échelle de tout un pays. D'ailleurs, cette philosophie, elle est parfaitement résumée dans cette phrase tirée du communiqué de presse qui a lancé le plan. Il parle d'un mouvement à l'échelle de la nation. Et ce ne sont pas que des mots, hein. Ce n'est pas juste un slogan marketing. Ça décrit vraiment une stratégie où tout le monde, le gouvernement, les entreprises, les citoyens, est censé ramer dans la même direction vers un objectif commun. Et tout ça, ça nous amène à notre question finale. Ce modèle de Singapour, ce mélange si particulier entre une vision à très long terme et une réglementation, on pourrait dire quasi obsessionnelle du moindre détail, est-ce que c'est ça finalement, le modèle à suivre pour toutes les villes du monde qui veulent réussir leur transition écologique? C'est une excellente question et elle reste ouverte.